Bienvenue à tous les avocats qui nous ont rejoints pour cette session sur les avocats et les avocates. Libérez-vous du syndrome de l'imposteur et révélez votre plein potentiel. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais rapidement présenter Justifit et me présenter. Alors, il y en a pas mal qui ont déjà participé à de nombreux webinars, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Ensuite, Aude, je vais vous présenter rapidement, puis vous allez partager tout ce que vous avez à nous apprendre sur ce sujet pendant 45-50 minutes. Et puis après, on aura une petite session de questions. N'hésitez pas à poser des questions, à intervenir le plus possible. Le plus vous intervenez, le plus intéressant ça sera. Sur le chat qui est sur le côté, je me chargerai de relayer vos propos auprès d'Aude. Voilà. Justifit en quelques mots. Justifit, c'est une plateforme qui met en contact des justiciables qui ont un besoin juridique avec des avocats. En 2022, nous avons eu 10 millions de Français qui ont consulté un article sur Justifit, donc qui ont eu un besoin juridique, qui grâce à Justifit, ont eu une solution. Et plus d'une centaine de milliers qui ont contacté un avocat à travers notre plateforme. Voilà. Donc Justifit, c'est à la fois un moyen pour les avocats de développer leur business en ayant des nouveaux clients. C'est aussi un moyen de développer leur visibilité, tout simplement en étant sur Internet, puisque Justifit est très bon en référencement sur Internet, mais aussi parce qu'on peut, pour les avocats, écrire des articles, créer des vidéos pour mettre en avant leur expertise. C'est aussi une plateforme qui permet de se digitaliser avec un certain nombre d'outils, la prise de rendez-vous, l'envoi de pièces jointes, la création d'une convention d'honoraires, voilà, différentes choses. Et puis, c'est une communauté avec des formations, des webinars, des événements, des rencontres, des audits de vos sites Internet, enfin voilà. Justifit, c'est aussi un moyen pour les avocats de rencontrer leur pairs. Voilà. Alors, moi, en ce qui me concerne, je suis directrice générale de Justifit depuis plus de 3 ans, avec joie, puisque j'aime beaucoup travailler avec des avocats et les accompagner dans leur quotidien. Maude, donc vous avez 21 ans de bar, par ailleurs des grands enfants, des adolescents, le meilleur moment. Oui. Vous avez eu 2 collaborations, puis vous vous êtes installé à votre compte, essentiellement en droit de la famille et du pénal. Vous nous avez confié, et je pense que c'est ce que vous avez confié aussi, Jean, à qui on envoie l'invitation, que vous avez été à la limite du burn-out, et à ce moment-là, vous avez raccroché votre robe pour montrer votre entreprise d'organisation de mariage et d'événements, Oui. très différents. Carrément. Puis, vous avez repris la robe quelques années plus tard pour travailler selon vos règles du jeu, donc pour éviter ce burn-out. Voilà. Et depuis 2015, vous êtes avocate et vous l'exercez de façon différente, ce que vous nous présentez, notamment cette forme de coaching, pour vous créer une vie professionnelle et personnelle qui soit compatible, épanouissante, ce que nous cherchons tous, quel que soit notre domaine professionnel. Voilà, donc aujourd'hui, vous êtes avocate, toujours avocate en droit de l'immobilier, et par ailleurs, vous êtes formatrice et coach pour les avocats. Voilà, alors je vous donne la parole sur ce sujet. Ok, merci beaucoup Pauline sur cette présentation. Donc, je ne vais pas en rajouter. Effectivement, j'ai fêté mes 21 ans de bar fin février. Donc, ça commence le compteur commence à comptabiliser les années mais c'est très bien comme ça. Alors déjà, bonjour à toutes et bonjour à tous, parce qu'il y a quelques hommes parmi nous aujourd'hui et c'est génial parce qu'effectivement, le syndrome de l'imposteur, on le verra tout à l'heure, touche davantage les femmes que les hommes, mais les hommes sont également touchés par le syndrome de l'imposteur. Avant de commencer, j'aurais voulu vous poser quelques questions et je vous invite vraiment à répondre dans le chat par oui ou par non. Est-ce qu'il vous arrive régulièrement de manquer de confiance en vous, en vos capacités? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir l'impression de ne pas être à votre place? Est-ce qu'il vous arrive de vous demander comment vous avez pu faire finalement pour être avocate aujourd'hui? Et est-ce qu'il vous arrive de douter de vous? Alors, très souvent. Oui, souvent. Très souvent, oui, souvent. Bon, ça dépend des dossiers. Quasi tous les jours. Ah, mais non, il ne faut pas. Il faut nous appeler chez Justifit, on vous montrera le moral. Bon, on va arranger ça aujourd'hui aussi. Je vois qu'il y a beaucoup de réponses. Alors, sachez que si vous avez répondu oui à la majorité de ces questions, c'est que vous êtes très probablement touché par le syndrome de l'imposteur.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà se mettre au clair sur ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Je vous ai fait une petite définition. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment qui est auto-entretenu de notre incompétence, de doute sur notre personne et sur ses compétences. Et c'est ce sentiment qui persiste malgré vos réussites scolaires, vos réussites universitaires, vos succès professionnels. Et en fait, c'est vraiment un conflit entre la perception que les autres se font, que vous faites des autres et la perception que vous avez de vous-même. Alors, pour que les choses soient bien claires, en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment, un ressenti qui n'a absolument rien à voir avec vos compétences. Vous êtes compétent, compétente dans votre domaine, vous êtes compétent en tant qu'avocat, avocate, mais vous avez ce sentiment de ne pas l'être. Et en fait, c'est un sentiment qui est en relation avec les attentes et les objectifs de résultats que généralement qu'on se fixe et qui sont bien trop élevés. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment une inadéquation entre la réalité objective de vos compétences, comme je vous le disais tout à l'heure, de vos réussites et ce que vous pensez réellement de vous. Du coup, là, je vous invite à nous dire dans le chat si vous vous reconnaissez dans cette définition, dans ce sentiment que vous auto-entretenez de votre incompétence, de votre illégitimité en tant qu'avocat, en tant qu'avocate. Alors, n'hésitez pas à vous exprimer. Ça restera confidentiel, ça sortira pas d'ici. Vous ne vous exprimez pas. Alors, Bon. Alors peut-être qu'on peut lancer un petit sondage, si ça vous va, Aude. Oui, bien sûr. Une question, puisque ça sera de manière anonyme. Vous sentez-vous victime du syndrome de l'imposteur? Voilà, vous aurez juste à dire oui ou non et on n'aura pas voilà, le sondage est lancé. On n'aura pas on ne saura pas qui a voté pourquoi. Alors, sachez que sur la totalité des personnes qui sont présentes aujourd'hui, vous êtes, 70% à peu près à être touchés par ce syndrome de l'imposteur. En fait, je vous ai mis quelques petits chiffres. 70% de la population mondiale souffre ou a déjà souffert du syndrome de l'imposteur. Et les femmes et les avocats sont des sujets qui sont particulièrement à risque puisque 64% des femmes disent souffrir ou avoir souffert de ce syndrome de l'imposteur. Et c'est encore plus dans les métiers juridiques puisque 74% des avocats se disent touchés par ce syndrome de l'imposteur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a ce syndrome de l'imposteur? Alors, Aude, oui. Je vous interromps juste. Parmi nos participants, 80% se sentent victimes du syndrome de l'imposteur. Voilà. Bon, en même temps, c'est carrément en corrélation avec les chiffres que je viens de vous donner chez les avocats, et 74% d'avocats versus 70% de la population mondiale, donc on est bien raccord là-dessus. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est victime de syndrome de l'imposteur? On a des réactions émotionnelles. Quand on se croit moins compétent que ce que pensent les autres, en fait, ça génère chez nous du stress, de l'anxiété. Ça va aller diminuer notre estime de soi jusqu'à perdre complètement notre estime de soi. Une étude de la CE qui a été menée en 2017 sur les chiffres du stress nous dit que 96% des avocats sont concernés par le stress et la moitié d'entre nous disent être soumis à un stress excessif, ce qui est juste énorme. Voilà, on est une population, le milieu juridique, les avocats, soumis à un stress qui est plus important que la moyenne de la population. Alors, qu'est-ce qui se passe face à ce syndrome de l'imposteur? En fait, ce qu'on va faire pour essayer de déjouer ce ressenti de je ne suis pas légitime, je ne suis pas à ma place, je ne mérite pas d'avoir mon titre d'avocat, on va travailler plus que nécessaire, on va travailler plus dur, on va se dépasser, on va se surpasser. À quoi ça sert cette parade? Ça sert à se rapporter la preuve à soi-même qu'on mérite notre succès. Se prouver à soi-même qu'on est digne de notre statut, digne de porter le titre d'avocat, de se faire appeler maître par nos clients, par les gens qui nous entourent. Et ça sert aussi à se déculpabiliser de finalement tromper notre entourage. Parce qu'en fait, on montre une facette de qui on n'est pas et on a une certaine culpabilité. Donc, le fait de travailler plus, de se dépasser, de se surpasser en permanence va justement nous permettre de nous déculpabiliser.
Alors du coup, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si vous avez ce sentiment d'être obligé de travailler plus que nécessaire pour mériter votre titre d'avocat, pour mériter votre succès, vous déculpabiliser. Ça serait intéressant de savoir si effectivement vous adoptez ce que j'appelle une parade comportementale au syndrome de l'imposteur. Alors moi, je connais certaines des avocates qui participent à ce webinaire. Je sais qu'elles travaillent beaucoup plus que ce qu'elles devraient. On a souvent... Il y en a une qui dit voilà, oui, tout à fait, totalement. Oui, tout à fait. Alors en fait, ce que je vais vous dire, c'est que se dépasser, travailler plus que nécessaire, en fait, c'est un schéma de contournement du syndrome de l'imposteur qui est totalement vain parce qu'il ne va faire qu'alimenter votre sentiment d'imposture. Vous allez toujours avoir ce petit diablotin dans votre tête qui va vous dire mais tu peux faire encore plus, tu peux faire encore mieux, tu peux travailler encore plus dur, encore plus longtemps, encore plus fort. Et en fait, c'est une spirale qui est potentiellement nuisible et les conséquences à terme peuvent être graves, voire très graves, puisque ça va développer encore plus l'anxiété, le stress. Ça peut entraîner des dépressions qui sont en lien justement avec cette culpabilité, le fait que les autres ne me voient pas telle que je suis vraiment, se dire je suis mauvais, mauvaise, je suis pas légitime, je suis indigne de mon statut d'avocat, je suis indigne de la considération et du respect de mes pairs, des autres, de ma famille. Et ça peut conduire parfois jusqu'au burn-out. Et burn-out, on raccroche la robe parce qu'on ne se sent pas légitime, on se dit je ne mérite pas d'être avocat. Alors Aude, il y a une des participantes qui dit je travaille beaucoup, mais est-ce plus que nécessaire? Comment le savoir? Ah, bonne question. Voilà, et puis une autre avocate qui dit oui, et donc qui répond à ce que vous venez de dire en disant oui, surtout en tant que jeune avocate plus jeune femme. Oui, alors on verra tout à l'heure effectivement sur les femmes. Alors savoir si vous travaillez plus que nécessaire. Ensuite, bien évidemment, il y a une question de savoir est-ce que vous travaillez de manière efficace et productive et les raisons pour lesquelles vous travaillez plus que nécessaire. Est-ce que ça peut être effectivement une charge de travail qui est là et qu'il faut absorber ou ce besoin, cette nécessité de montrer qu'on travaille plus, qu'on se dépasse pour justement essayer d'asseoir une certaine légitimité dans notre statut. Donc ça, effectivement, c'est des choses qui sont à creuser par des questions et puis ensuite un raisonnement, une introspection plus complexe que ça. Mais effectivement, peut-être posez-vous cette question, c'est pour quelles raisons vous sentez devoir travailler plus et est-ce que c'est bien nécessaire? J'espère avoir répondu à votre question. Voilà, pas de réponse, mais voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Alors, maintenant qu'on a vu, on a posé le cadre du syndrome de l'imposteur, c'est intéressant en fait de voir où ce syndrome prend son origine. C'est une combinaison finalement multifactorielle qui sont responsables du développement du syndrome de l'imposteur. On va commencer par la pression parentale, cette pression que les parents mettent sur leurs enfants, qui exigent d'eux d'excellents résultats scolaires, d'avoir une discipline irréprochable, de faire mieux, d'être la meilleure, de rapporter les meilleures notes de l'école. Et du coup, ça va nourrir et ça va créer ce besoin chez nous d'en faire toujours plus, de devoir en faire plus que les autres pour pouvoir être la meilleure, le meilleur. Et quand je dis la meilleure, c'est vrai que c'est surtout flagrant chez les filles. Il y a aussi les personnes qui ont une tendance perfectionniste, qui visent tout le temps l'excellence en permanence, qui veulent toujours faire mieux pour justement asseoir cette légitimité qu'ils pensent ne pas avoir. Il y a également la pression face à des nouvelles responsabilités. Et je pense par exemple à sa première collaboration. On veut faire bonne figure, on veut faire plaisir à son patron qui nous a fait confiance. On veut donner le meilleur de nous-mêmes pour éventuellement envisager peut-être après une association ou autre chose. Ça arrive au moment de son installation. Ça arrive aussi, avec la réforme de l'école, de la formation d'avocat. Aujourd'hui, moi à mon époque ça n'existait pas, mais cette possibilité de s'installer juste avoir prêté serment sans être obligé de passer par le stade de la collaboration. Donc du coup, on se dit j'ai pas le droit à l'erreur, je dois être la meilleure, je dois faire bonne figure et je dois prouver aux autres que je suis légitime à être avocat. Et il y a également une grande partie de ce syndrome qui vient des préjugés sociétaux qui sont liés au genre à l'origine et c'est surtout aussi au niveau chez les femmes. Où on se sent obligé d'en faire plus que les autres pour faire ses preuves, pour mériter notre place, de travailler plus dur, plus longtemps, le soir, le week-end, pendant les vacances.
Et en fait, on a des étiquettes en fait sociétales qui ont vraiment la vie dure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que oui, autour de nous, quand un homme réussit, on dit qu'il est ambitieux. Quand une femme réussit, on dit ah, elle a les dents qui rayent le parquet, c'est une arriviste, elle a couché pour en arriver là, etc. Donc en fait, comme si on n'était pas capable par nous-mêmes d'être à notre place et de mériter notre place. Un autre exemple aussi, quand une femme devient mère, parfois on va lui donner moins de responsabilités, ou ses clients disent mais est-ce que vous allez pouvoir continuer à traiter mon dossier? En fait, comme si nos compétences, notre intelligence, en fait, s'en allait avec notre accouchement. Et en fait, ça nous colle à la peau et ça entretient vraiment ce sentiment d'illégitimité, d'incompétence. Et en fait, ça nourrit le syndrome de l'imposteur. Alors, il y a une avocate, Aude, je vous interromps, Oui. qui dit qu'elle moi, elle pense avoir ce problème de vouloir être trop perfectionniste. Ouais. C'est assez féminin. Oui, très féminin. Très féminin, le perfectionnisme. Ouais. En fait, moi, j'ai toujours une phrase, c'est mieux vaut fait que parfait. Je ne sais pas si ça peut résonner chez vous, mais souvent on se met, bon là c'est voilà, une petite parenthèse, pour arriver à un résultat qui est à 80% parfait, on va passer 20% de notre temps et quand on va atteindre un 100% parfait, on va doubler, tripler, voire quadrupler le temps sur notre travail, à changer les virgules, à relire, à changer la forme des phrases, etc. Alors qu'au final, ça change absolument rien au fond. Et en fait, cette tendance perfectionniste va venir nous dire voilà, il faut que ce soit effectivement nickel, il ne faut pas qu'il y ait la moindre coquille, la moindre virgule, que les phrases soient pas deux adjectifs pareils, trouver des synonymes, etc. Et ça, effectivement, c'est on se dit bah, si je trouve pas le bon mot, ça sera pas bien, donc ça va conforter mon sentiment de ne pas être légitime dans ce que je suis en train de faire. Donc effectivement, les tendances perfectionnistes sont, je dis pas que toutes les personnes qui sont perfectionnistes, sont touchées par le syndrome de l'imposteur, mais effectivement, c'est un des profils qui on va être entre guillemets à risque. Alors, une des participantes dit, oui, qui répond à l'autre, dit la profession est exigeante. Oui. C'est un métier exigeant, d'où la tendance au perfectionnisme. Ouais. Carrément, ouais, je suis d'accord. Alors, je voudrais vous donner en fait les 10 croyances que j'ai recensées, les 10 croyances limitantes qui sont les plus courantes chez les avocates et les avocats. En fait, quand on a ce syndrome de l'imposteur, on a des petites phrases qui tournent en boucle dans notre tête en mode hamster. J'imagine que vous voyez bien le petit hamster qui court dans sa petite roue et qui arrive soit par vague ou soit face à un certain type de situation. Et là, on se dit, oh là là, je vais pas y arriver, je vais pas être à la hauteur, je suis pas compétente pour ce type de dossier, ou je sais pas comment faire, ou je me sens pas à ma place. Et typiquement, ce qui revient, c'est je suis pas assez intelligente pour, j'ai pas suffisamment d'expérience, je suis trop âgée pour développer un nouveau domaine de compétences, je suis trop jeune pour m'installer, je ferai jamais partie des meilleurs avocats, ou je suis vraiment pas douée pour plaider, je réussirai jamais. C'est vraiment ce genre de phrases qui reviennent de manière continue, régulièrement, et qui sont très, très perfides. Du coup, je crois qu'on avait préparé un petit sondage pour savoir justement quelles croyances limitantes revenaient le plus souvent. Oui, alors je me permets juste de répondre. Ah non. Oui, on va lancer le sondage. Ouais. Je partagerai les résultats. Il y a un sondage, voilà, vous pouvez répondre. On va savoir en fait quelle petite phrase, cette ritournelle revient en boucle régulièrement dans votre tête, voilà, face à un certain type de situation, des circonstances. Et en fait, j'ai envie de vous dire que ça ne touche pas que votre activité professionnelle, ça touche votre vie dans votre ensemble, dans votre vie aussi personnelle. Généralement, quand on est touché par le syndrome de l'imposteur, c'est pas toujours que sur le côté professionnel, ça peut être aussi sur le côté personnel. Typiquement, je me sens pas digne d'amour de cette personne, je mérite pas d'avoir telle chose autour de moi, je ne mérite pas d'avoir des amis formidables ou des gens qui me soutiennent. Ça infuse, je dirais, dans toutes les sphères de la vie. Alors, c'est l'impression, en tout cas, celle qui sort le plus, c'est je n'ai pas suffisamment d'expérience. Voilà, 36%. La deuxième, c'est je n'ai pas assez le temps. Et puis après, c'est on diffuse sur je suis pas assez intelligente, j'ai pas assez d'argent, je suis pas capable, je suis pas douée, je ferai jamais partie des meilleurs. Voilà. Mais ce qui sort, c'est je n'ai pas suffisamment d'expérience et je n'ai pas assez de temps.
Alors, pour toutes celles qui pensent, effectivement, je n'ai pas suffisamment d'expérience, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas capable, je n'ai pas assez de temps, je suis trop ceci, pas assez cela. Eh bien, c'est vrai. Vous avez raison. Si vous pensez que vous êtes nul, si vous pensez que vous êtes incompétente, c'est vrai. Si vous croyez que vous n'êtes pas capable, que vous ne serez jamais une bonne avocate, c'est votre réalité. Parce que tout ce que vous croyez est votre réalité. Et pour vous illustrer ça, je vous ai mis une phrase que j'apprécie particulièrement de Gandhi, qui nous dit « Vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs, et vos valeurs deviennent votre destinée. » Si vous croyez que vous n'êtes pas légitime ou pas assez expérimenté, vous allez penser que vous n'êtes pas assez expérimenté, pas assez légitime. Et vous allez vous le dire. Et en vous le disant, vous allez agir comme quelqu'un qui n'a pas assez d'expérience. Vous allez agir comme quelqu'un qui n'est pas capable, qui n'a pas assez, qui n'est pas suffisamment ceci ou cela. Et ça va finir par devenir qui vous êtes. Et ça va vous conditionner votre vie entière. Alors, comment faire pour se défaire de ses croyances? Alors là, je pense que j'ai créé un grand blanc, un grand silence en disant, en gros, c'est foutu pour moi. Ça ne changera jamais, je me sentirai toujours incompétent. Alors, bien évidemment qu'il existe des façons de s'en libérer et des astuces. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'adore prendre l'exemple des mathématiques. Quand vous étiez enfant, voilà, vous aviez vos exercices de maths. Et puis un jour, peut-être que vous avez eu un frère ou une sœur à qui vos parents ont dit « Ah, mais toi, t'es vraiment bon en maths. » Et donc, du coup, vous avez interprété ça comme « Bah oui, moi, je suis nulle en maths. » Ou un jour, vous avez peut-être eu une mauvaise note et on vous a dit « Ah, les maths et toi, ça fait 3. » Et donc, du coup, vous vous êtes convaincu que vous étiez nul en maths. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé à l'interro de maths après? Vous êtes, je suis nul en maths, et en fait, du coup, vous allez agir comme quelqu'un qui est nul en maths, et vous allez voir une première mauvaise note, et puis une deuxième, et puis une troisième, et va se créer cette croyance de « je suis nul en maths ». Peut-être que ça vous est arrivé parce que si vous avez fait du droit, c'est peut-être parce que vous vous êtes dit « je suis nul en maths » et vous avez estimé que vous n'aviez pas les capacités pour faire une école de commerce, une école d'ingénieur. Un autre exemple, on va prendre le droit de la famille. Vous êtes une personne qui est émotive, sensible, hypersensible, et on va vous dire « Ah non, toi, tu n'es pas capable de faire du droit de la famille, de faire des dossiers avec des violences conjugales parce que tu vas te laisser complètement submerger par tes émotions, etc. » Et qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une désignation d'AJ, un dossier de droit de la famille, une femme violentée, etc. Et là, vous allez dire « Mais je n'arrive pas », vous allez effectivement vous laisser submerger par vos émotions et vous n'allez pas bien défendre votre client. Et donc, résultat, vous allez dire « non, le droit de la famille, ce n'est pas fait pour moi ». En fait, vous allez avoir une croyance, et cette croyance, c'est une information qui s'est implémentée dans votre cerveau et qui dit une chose de vrai sur vous. Et ensuite, inconsciemment, vous allez capter. Vous allez créer des situations qui vont conforter cette croyance et qui vont la renforcer. Et tout cela, ça va vous freiner dans votre évolution et ça va vous limiter dans votre potentiel. Bon, une fois que c'est dit, qu'est-ce qu'on en fait? Comment s'en libérer? Je suis désolée de vous apprendre qu'il n'y a pas de formule magique. Se répéter tous les matins en se levant, tous les soirs en s'endormant, un mantra comme « je suis légitime, je suis capable de, j'ai confiance en moi ». C'est génial pour vous booster. C'est génial pour cultiver votre mindset positif. Et moi, je suis à fond mindset positif. Mais ça sert strictement à rien si vous n'y croyez pas. S'il y a une partie de vous qui se dit « je suis compétente, j'y vais », et qu'en même temps, l'autre moitié de vous en écho dit « de toute façon, tu ne connais rien, donc ça ne sert à rien », effectivement, ça ne fonctionnera pas. Alors, comment est-ce qu'on fait pour y croire vraiment à tout ça? Toutes et tous ici, 99,9% d'entre nous, avons cru à l'existence du Père Noël. Le Père Noël, c'est le plus gros mensonge, la plus grosse supercherie que nos parents et que nous, en tant que parents, faisons avaler à nos enfants et que nos parents nous ont fait avaler.
Jusqu'à vos 5-6 ans, vous avez cru au Père Noël. Et puis, arrivé en fin de maternelle, peut-être début du CP, à un moment donné, vous avez des copains, copines dans la cour de récréation qui commencent à se poser des questions en disant « Oui, mais alors moi, je ne comprends pas parce qu'on dit que Père Noël passe par la cheminée pour venir déposer les cadeaux dans la maison. » Ouais, bah, sauf que moi, ma cheminée, elle est trop petite parce que le Père Noël, il est gros, il ne passera jamais à l'intérieur. Et puis, un autre qui va dire « Ah ouais, mais moi, je n'ai pas de cheminée, donc en fait, que Père Noël, comment il fait pour rentrer chez moi ?» Là, ça va commencer à instaurer un micro-doute dans votre cerveau. Eh bien, est-ce qu'il existe le Père Noël? Puis le soir, en rentrant à la maison, vous allez poser des questions à vos parents, papa, maman, mais je ne comprends pas, nous, on n'a pas de cheminée, comment le Père Noël fait pour venir? T'inquiète pas, mon petit chéri, ma petite chérie, le Père Noël, il trouve toujours des stratagèmes, il passe par la fenêtre, etc. Très bien. Puis quelques jours plus tard, dans la cour de récréation, il y a aussi les copains qui parlent, et puis il y a votre meilleur ami qui va vous dire « Ouais, ben moi, mon grand frère, il m'a dit que le Père Noël n'existait pas. » Et donc, au fur et à mesure, vous allez commencer à avoir des petits doutes sur cette croyance, et vous allez commencer à chercher des preuves. Et puis peut-être qu'en rentrant chez vous, vous allez farfouiller, vous allez peut-être trouver des paquets sous le lit de vos parents, ou bien planqués dans un placard, etc. Et puis à un moment donné, voilà, vous allez prendre vos parents entre quatre yeux, ou quelqu'un va vous dire d'extérieur « Voilà, je suis désolée de t'annoncer ça, mais le Père Noël n'existe pas. » Et là, c'est tout un monde qui s'effondre. Parce qu'on a implémenté dans votre cerveau une croyance qui était complètement fausse. On vous a dit que le Père Noël existait et vous y avez cru. Et c'était votre réalité. Si aujourd'hui vous pensez que vous n'êtes pas légitime et que vous y croyez, c'est aussi votre réalité. Et en fait, tout ça pour vous amener à vous faire comprendre que pour aller déjouer une croyance, pour aller déjouer ce sentiment que vous avez de « je n'ai pas suffisamment d'expérience, je ne suis pas capable, je ne suis pas légitime », la première des clés, c'est d'aller chercher les preuves du contraire. Alors pour ça, chercher les preuves du contraire, ça va être d'aller cumuler les preuves de vos réussites. Alors comment est-ce qu'on fait? Je vais vous donner des petites consignes pour un exercice que je vous invite vraiment à faire cet après-midi ou dans le week-end pour aller justement rechercher ces preuves. Comment est-ce que je vous invite à faire? Je vous invite à prendre une grande feuille. Vraiment, prenez du papier. Limite, si vous avez une feuille A3 au cabinet, on a souvent des feuilles A3 qui traînent. Vous la prenez en format paysage. Et là, au milieu de cette feuille, vous allez tracer une ligne horizontale qui va représenter votre ligne de vie. Avec à gauche, vous allez marquer 0 pour 0 ans et tout au bout à droite, votre âge actuel. Et je vous invite à segmenter cette ligne de tous les 5 ans ou les 10 ans pour vous faire vraiment votre ligne de vie. Alors, Aude, oui. Je vous interromps une seconde pour dire à tous les participants que si vous n'avez pas le temps ou vous ne prenez pas maintenant des notes de ce que Aude vous suggère de faire, nous vous enverrons de toutes les façons un replay de ce webinaire. Donc, vous pourrez l'écouter plus lentement et prendre des notes si c'est trop rapide. Voilà. Donc, du coup, on reprend. Voilà, cette ligne, merci beaucoup, Pauline, cette ligne de vie. Et en fait, sur la partie supérieure, je vais vous inviter à y indiquer tous les éléments marquants de votre vie professionnelle. Les événements marquants, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et en dessous, tous les éléments marquants de votre vie personnelle. Donc, vous allez pouvoir avoir votre bac, votre CAPA, peut-être votre Master 1, votre Master 2, votre première collaboration. Il peut y avoir aussi votre mariage si vous êtes marié, la naissance de vos enfants, un super voyage qui vous a marqué, qui a bouleversé votre vie. Vraiment, tous les éléments marquants de votre vie professionnelle et personnelle. Succès, échec, tout ce qui a eu un impact dans votre vie. Et après, je vous invite à aller regarder cette ligne de vie. Une fois que vous l'aurez complétée, vous pouvez mettre des couleurs entourées parmi les éléments marquants, ceux qui ont été encore plus marquants, qui ont eu une incidence forte pour vous, qui ont résonné fortement dans votre vie. Et de regarder toutes ces choses qui vous paraissaient difficiles à accomplir pour vous. Pas aux yeux des parents, pas aux yeux de la société, pas aux yeux des autres, mais qui vous paraît, vous, insurmontables ou irréalisables. Je vous invite aussi à aller identifier tous ces moments difficiles où vous avez quand même réussi à persévérer, où vous avez transformé ces situations compliquées, difficiles, des échecs parfois, en réussite, en résultat, en nouvelles opportunités. Et en fait, cet exercice a pour objectif de vous faire prendre de la hauteur par rapport à tout votre parcours, de vous faire prendre conscience de tout ce que vous avez accompli
dans votre vie de manière complètement objective pour sortir de ce sentiment que vous avez d'auto-incompétence entretenue, de cette sensation. Là, au moins, c'est sur le papier et vous pouvez avoir vos diplômes, vous pouvez avoir voilà, tous ces succès. Et il y a des preuves tangibles de ça et elles sont marquées noir sur blanc sur le papier. Déjà, voilà, c'est preuve de réussite dans votre parcours. Votre parcours, regardez le nombre d'années d'études que vous avez passées, les formations que vous avez suivies, l'obtention de votre CAPA. Vous ne l'avez pas obtenu dans une pochette surprise, votre CAPA. Dans un chou, le seul participant homme, et qu'on félicite de participer à ce webinaire en rose, a l'impression de l'avoir trouvé dans un chou. C'est peut-être une manifestation du syndrome de l'imposteur. C'est ça. Mais non. Comment vous avez eu votre CAPA? Grâce à vos efforts, votre capacité de concentration, d'absorption de connaissances, votre persévérance, votre courage. Vous avez peut-être développé des capacités particulières pendant vos études supérieures dont vous estimiez mais juste même pas capable, une capacité de travail, d'ingurgiter des tonnes et des tonnes de références de jurisprudence, des références, voilà, des textes de loi, etc. Regardez tous les stages que vous avez pu décrocher, les collaborations que vous avez effectuées, vous espériez même pas pouvoir intégrer ce cabinet ou vous avez dit mais on ne voudra jamais de moi. Toutes les opportunités que vous avez eues, les évolutions, peut-être une installation, une association avec des confrères, peu importe. Alors Aude, oui, je m'en parle. Parce que vous avez dit qu'il fallait mettre tout, donc les CAPA, les diplômes, les succès. Et qu'est-ce qu'on fait avec les éléments négatifs? Alors, est-ce qu'il faut les mettre sur cette ligne ou est-ce qu'il faut pas les mettre? Mettez-les, parce qu'en fait, les éléments négatifs, en fait, moi j'aime à considérer qu'il n'y a pas d'échec dans la vie. Il n'y a que des expériences dont on va tirer des leçons pour pouvoir s'améliorer, évoluer, ajuster, pour pouvoir faire différemment. En fait, alors, il faut ajouter sur cette ligne, quand il y a eu un problème, en quoi ça a été une opportunité? Voilà, effectivement. Et en fait, sur cet exercice de la ligne de vie que je fais beaucoup dans mes coachings et mes formations, c'est souvent on constate que les événements les plus douloureux, les échecs les plus flagrants, les plus déstabilisants, en fait, ont été suivis quelques temps plus tard de super belles opportunités et de réussites. Et c'est souvent comme ça dans la vie. En fait, souvent, on a besoin de toucher le fond pour donner un coup de pied et rebondir. Et c'est souvent les événements les plus difficiles qui nous permettent ensuite d'atteindre les plus hauts sommets ou en tout cas de saisir des opportunités qu'on ne serait même pas cru capable de saisir auparavant. En fait, on a cette faculté de résilience dont on soupçonne pas, mais qui est vraiment réelle. Et vraiment, tout ce que vous pouvez considérer comme des échecs, voyez-le comme des expériences qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Sans ces échecs, vous seriez peut-être ailleurs, dans une vie qui ne vous plairait pas, ou vous auriez pris peut-être d'autres trajectoires. Et en fait, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est la somme de tout ce que vous avez accompli depuis votre naissance, réussite et échec, en tout cas, expérience inclus. Alors, comment se défaire de ces croyances? Donc, en les mettant par écrit? Oui, alors voilà. Et ensuite, par rapport à votre parcours, je vous invite aussi, alors peut-être sur une autre page, mais de faire la liste, une rétrospective de tous les dossiers que vous avez traités, des clients que vous avez accompagnés, des vies que vous avez peut-être transformées grâce à votre intervention dans vos dossiers, des vies que vous avez pu sauver, des dossiers qui pouvaient être catalogués comme perdus d'avance et vous avez gagné, des dossiers où vous avez limité la casse et fait peut-être économiser des sommes astronomiques à vos clients, que sais-je. Toute cette écoute, ce réconfort, cette patience dont vous avez fait preuve avec vos clients, en fait, tout ce que vous avez pu apporter à vos clients depuis que vous exercez. Et tout ça, c'est vraiment bien réel. C'est ce que vous avez accompli. Donc, du coup, dans cet exercice, qui est la première des clés pour se libérer du syndrome de l'imposteur, je vous invite vraiment à jouer le jeu, être sincère et authentique avec vous. Et pas de vous dire, oh ben non, je ne vous mets pas parce que... En fait, en gros, vous allez dire, non, mais en fait, ouais, non, c'était pas si difficile que ça, ou en gros, je le mérite pas tant que ça, en fait. En gros, je suis un peu là par erreur ou par hasard. Non, voilà, soyez au sens, il n'y a pas de petites réussites ou, voilà, il y a des faits concrets, objectifs que vous avez accomplis et qui fait que vous êtes là aujourd'hui et que vous êtes légitime à pouvoir afficher votre titre d'avocat, à exercer comme avocat et à défendre vos clients. Voilà, il y a une citation d'un de participants qui dit « Le succès », c'est une phrase que j'aime beaucoup, « Le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Un peu Churchill. Oui, bon, pour la fin, j'en ai une d'Henry Ford aussi. J'ai réservé pour la fin. Alors, vous allez me dire, bon, ok, j'ai fait cet exercice, c'est bien, bon, alors qu'est-ce que j'en fais?
déjà, ça vous permet, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir ce recul, cette vision objective, ce que vous avez réellement accompli dans votre vie. Et c'est pas rien tout ce que vous avez fait. C'est pas donné à tout le monde d'avoir son CAPA, c'est pas donné à tout le monde de poser sa plaque, c'est pas donné à tout le monde de défendre ses clients et de leur apporter aide et soutien et de défendre de leurs intérêts corps et âme. Ce que vous avez fait, c'est déjà, mais waouh, félicitez-vous pour ça, c'est génial. La deuxième des clés, ça va être d'aller ajouter des nouvelles preuves de votre légitimité. J'ai beaucoup de mal avec ce mot aujourd'hui, chaque jour. En fait, je vous invite chaque jour à aller faire cette petite chose qui vous fait peur. Tout ce qui est important pour vous créer des nouvelles preuves de votre légitimité, pour nourrir votre confiance en vous. Vous dire, bon, allez, voilà, cette semaine, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait et qui me fait peur. Et j'y vais. Et vous rappelez régulièrement, bah oui, bah j'ai réussi à faire ça. Et puis ça encore. Et de célébrer vos réussites. Il n'y a pas de petites et de grandes réussites, il y a des réussites. Tout ce que vous avez accompli, ça vient de vous. Et vous pouvez justement vous sentir fier de ce que vous avez fait. Et en fait, plus vous allez passer à l'action, plus vous allez gagner confiance en vous et vous allez augmenter ce sentiment de légitimité et qui va justement venir détricoter cette croyance de « je ne suis pas légitime ». Je ne suis pas assez d'expérience, je suis trop vieille, trop jeune, trop ceci, pas assez cela. Alors concrètement, dans notre métier, j'ai envie de vous dire, si vous ne vous sentez pas légitime dans tel dossier, allez vous former. Inscrivez-vous à des formations pour augmenter votre niveau de compétence ou demandez de l'aide. Il y a plein de réseaux sociaux, de groupes sur les réseaux sociaux, d'entraide, d'avocats. Vous avez un doute parce que vous vous sentez, allez poser la question, allez conforter votre idée que vous êtes sur le bon chemin. Et si vous ne l'êtes pas, au moins comme ça, vous avez rectifié le tir. Si vous estimez pas captivant du tout en plaidoirie, inscrivez-vous à des cours d'impro, à des cours de théâtre. Passez à l'action. En fait, si par exemple vous sentez, oui, j'ai pas assez d'expérience pour avoir un avis tranché sur tel point de droit, écrivez un article, proposez-le, publiez-le sur les réseaux sociaux. Si vous ne vous sentez pas doué pour communiquer, par exemple, sur les réseaux sociaux, créez un compte LinkedIn, créez un compte Instagram et puis publiez votre premier post. Ouais, c'est quelque chose qui fait peur, qui vous fait sortir de votre zone de confort. Mais croyez-moi que quand vous l'aurez fait, vous serez fiers de vous. Si, par exemple, vous êtes, je prends un exemple, par exemple, vous faites que du droit de la famille depuis 10 ans, 15 ans, ou que du droit pénal, ou peu importe que ça, quel domaine d'intervention, mais que vous doutez encore de votre légitimité à exercer, de vos compétences, passez la spécialisation et vous verrez, et vous l'obtiendrez, parce que vous êtes compétent dans ce que vous faites. Bon, alors, est-ce que, Aude, vous avez demandé aux participants de mettre sur le chat quelque chose qui leur fait peur qu'ils vont faire la semaine prochaine? Allez-y. Le temps le coup, on ne sait jamais. Mais oui. Ça restera entre nous, évidemment. Bon, si vous vous sentez... comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément nécessairement toujours dans la sphère professionnelle, mais ne serait-ce que pour nourrir votre confiance en vous et votre légitimité, ça peut être des petites choses de la vie quotidienne. Voilà, ça, des petites actions que vous n'oseriez pas faire parce que vous manquez de confiance en vous. Et en fait, voilà, allez, et j'y vais. Et vous allez voir qu'au final, en fait, c'est juste l'idée de le faire qui crée de la peur et qui est beaucoup plus terrifiante que le passage à l'action en lui-même. En fait, une fois qu'on est dedans, on y est. Et puis, au pire, comme je vous disais, on se plante. Et encore, c'est pas un échec, c'est une expérience. On se dit, comment est-ce que je pourrais faire différemment la prochaine fois? Et on va terminer sur la troisième des clés, qui est d'accepter les compliments. J'aimerais bien que vous nous disiez dans le chat si vous avez des difficultés à accepter les compliments. On va vous dire, je ne mérite pas qu'on me dise ça. Souvent, on a cette tendance à dire, mais en fait, c'est pas sincère, c'est pas vrai, ça peut pas être pour moi, je mérite pas. Alors, n'hésitez pas à participer, parce que c'est vos participations qui fait que... Ah, non, je les accepte avec plaisir et ça me booste fort d'ailleurs. Top. En fait, accepter les compliments, idem. Ouais, c'est super important pour connaître sa propre valeur et reconnaître sa valeur, ses talents, ses compétences. Alors, pour toutes les personnes qui ont justement du mal à accepter les compliments, je vous... Voilà, on en a une. Ouais. Excusez-moi de vous interrompre, je suis toujours gênée et mal à l'aise. Alors, du coup, dans ces cas-là, je vous invite soit vous prenez un petit carnet, soit vous mettez ça dans les notes de votre téléphone et notez les compliments qu'on vous fait au quotidien. Et encore une fois, que ce soit dans votre vie pro ou votre vie perso,
Au niveau des compliments, enfin en tout cas des compliments aux pros, je vous invite à créer un dossier pour mettre tous les avis de vos clients et tous ces compliments qu'on vous fait, en fait, de les relire quand vous avez votre petit diablotin mental qui tente de vous persuader que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'avez pas assez d'expérience, que vous n'êtes pas légitime. En général, les gens sont assez avares de compliments et nos clients surtout. En fait, on passe notre temps à se plaindre que nos clients ne savent pas nous dire merci alors qu'on a tout donné pour eux. En fait, c'est pour la simple et bonne raison que, il y en a deux. La première, c'est que les gens sont toujours plus prompts à faire des commentaires négatifs que des commentaires positifs. Et la deuxième, c'est que on leur demande pas à nos clients s'ils ont été satisfaits de nous, de notre accompagnement, de tout ce qu'on a fait sur la vie de leur dossier. Alors du coup, moi, ce que je vous invite à faire, et c'est encore voilà, un exercice en bonus, c'est d'aller recueillir l'avis de vos clients. Pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre la liste de vos anciens clients et puis de leur faire un petit mail en disant, voilà, j'aurais voulu savoir ce que vous avez pensé de mon accompagnement. Dans l'idéal, c'est bien de faire un petit questionnaire sur Google Forms, c'est gratuit, en mettant, sur une échelle de 1 à 5, qu'avez-vous pensé de la qualité de mon accompagnement, du délai de traitement du dossier, de ma réactivité, que sais-je. Ensuite, c'est un questionnaire de satisfaction qui va être décorrélé du résultat du dossier. En fait, on est bien d'accord qu'avec l'aléa judiciaire, on ne maîtrise pas la totalité du dossier, même si on pense que c'est gagné, on a quand même parfois des potentialités de se faire débouter de notre monde. C'est vraiment sur l'accompagnement, ce que vous avez apporté à vos clients, disponibilité, écoute, réactivité, qualité du travail, etc. Si vous avez un site internet, vous avez une fiche établissement où vous pouvez demander à vos clients d'aller mettre un avis Google. Et en fait, vous serez très surpris de voir les réponses de vos clients, en fait, de ce regard extérieur qui porte sur vous et que vous ne pensiez même pas avoir. Et en fait, il faut être content de vous. Ils n'ont aucun intérêt à vous passer de la pommade en disant que vous êtes une excellente avocate si vous n'avez jamais répondu au téléphone, passé un temps pas possible à traiter leur dossier ou que sais-je. Et en fait, c'est des avis qui sont super objectifs et vous pouvez les croire. Et au-delà de flatter votre ego, alors comme me disait tout à l'heure des consoeurs, oui, bien évidemment, ça booste et c'est génial. Et c'est en ça que ça va nourrir votre confiance en vous et ça va vous aider à vous sentir de plus en plus légitime dans votre titre, dans votre statut d'avocat. Alors, on a deux participantes qui disent, une qui dit j'ai envoyé une fois un mail de ce type et ça avait été vraiment très stimulant. Mmh. Donc, ça confirme ce que vous dites, Aude, car les personnes avaient été fort satisfaites au final, mais ne le disaient pas spécialement. Mmh. Et une autre qui dit que c'est vrai, les avis Google me requinquent. Ben oui, mais carrément. Et ensuite, alors un avis Google, effectivement, ça va être un ressenti, etc. Mais je vous invite vraiment à essayer ce questionnaire de satisfaction pour décorréler vraiment votre accompagnement du résultat obtenu. Ensuite, le résultat obtenu, si vous avez gagné votre procédure, c'est the cherry on the cake. Mais c'est vraiment voilà sur ce que vous apportez à votre client, la façon dont vous travaillez. En fait, ça fait vraiment partie de l'expérience client et de la relation de confiance qu'on tisse avec eux. Et puis bon, ensuite, au-delà, un client satisfait, c'est un client qui vous recommande. Donc, et ça vous va. Et ensuite, si vous avez des avis ou des commentaires qui sont pas à la hauteur que vous espériez, le prenez pas mal. Prenez ça comme une opportunité d'évoluer et de vous ajuster. En disant, ah bah oui, s'il y a plusieurs clients qui me disent que je suis peut-être pas assez réactive ou que ils ont dû me demander peut-être plusieurs fois des explications, c'est peut-être que vous n'avez pas été assez clair, que vous n'avez pas utilisé un vocabulaire qui soit facilement compréhensible pour le client, ou peut-être que vous avez laissé traîner ce dossier pour X ou Y raison. Donc en fait, c'est toujours des moyens de s'améliorer et c'est des opportunités à saisir pour évoluer. Donc vraiment, que ce soit, bon, je vous souhaite davantage positif, mais même les avis négatifs ou ponctuellement négatifs sur certains domaines, c'est toujours très très bon à prendre. Super. Bon, moi, je voudrais savoir si vous vous sentez motivé et déterminé à mettre en place ces 3 outils pour vous libérer du syndrome de l'imposteur et révéler votre plein potentiel. Le monde en a besoin. Vos clients en ont besoin. Alors, on a une première réponse. Je l'ouvre. Oui, en majuscule. Formidable. On a une autre citation. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Oui, on est toujours meilleur que quelqu'un d'autre. Talleyrand. Très bien. Alors ensuite, on va dire une petite clé bonus.
ça va être de vous focaliser sur l'autre. Plutôt que de vous dire « Oh, je ne suis pas légitime à intervenir dans ce dossier où je n'ai pas assez d'expérience dans ce domaine-là, où je me sens… » Voilà. C'est posez-vous la question, comment je peux aider, comment je peux servir les intérêts de mon client? Comment je peux lui être utile? Et en fait, ça permet de déplacer le focus de vous, avec ce sentiment auto-entretenu, petit hamster dans la tête, sur l'autre. De mettre vraiment le projecteur sur l'autre, sur les résultats, l'accompagnement que vous pouvez apporter à vos clients. Donc, ça vous permet aussi de changer de perspective et de mettre le focus sur l'autre et d'arrêter de mettre sur soi et d'auto-entretenir ce syndrome de l'imposteur. Et pour finir, comme je vous avais promis une petite citation d'Henry Ford, et comme je le disais tout à l'heure, c'est « Échouer, c'est la possibilité de recommencer de manière plus intelligente ». Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, l'échec, ce n'est pas une preuve de votre incompétence. C'est l'opportunité de faire différemment. Je n'ai pas dit mieux, j'ai dit différemment. Bon, alors, une avocate qui dit oui, il faut que j'arrive à dégager du temps pour cela. Très bien. Donc, de l'expérience, ce qui est intéressant aussi, Aude, c'est que finalement, le syndrome de l'imposteur avait l'air, la plus grande raison avait l'air d'être le fait que les participants avaient l'impression de ne pas avoir l'expérience. Vous dites qu'il faut se former, qu'il faut notamment ce webinaire, toutes les formations aussi que Justifit peut proposer, puis il y en a plein. C'est vrai que c'est un bon moyen, quand on n'a pas l'impression d'avoir l'expérience, de l'acquérir. Une autre participation, super présentation, merci pour tout. Merci à vous, en tout cas, pour votre participation et votre présence. Ensuite, alors bien évidemment, comme je vous le disais, en fait, le côté mantra et se ressasser des affirmations positives, c'est bien, mais c'est pas ce qui va vous libérer du syndrome de l'imposteur. C'est vraiment déjà, si vous êtes là, c'est que vous avez cette prise de conscience de, oui, effectivement, peut-être que j'ai ce syndrome de l'imposteur. Ça va pas se résoudre du jour au lendemain. Les clés, les exercices que je vous ai proposés, voilà, ça va faire germer en vous cette possibilité et cette nouvelle croyance que ce que vous croyez aujourd'hui, c'est peut-être pas la réalité. Repensez à la croyance du Père Noël, à ce gros mensonge qui a été votre réalité pendant les 5 ou 6 premières années de votre vie. Ce que vous croyez de vous en termes négatifs, peut-être, dites-vous, en fait, et si c'était pas vrai? Et justement, par ces exercices, d'aller rechercher les preuves de vos réussites, d'aller chaque jour à nous ajouter une preuve de votre capacité à réussir les choses, ça va venir de manière durable et progressive neutraliser et se supprimer vos anciennes croyances de j'ai pas assez d'expérience, d'illégitimité, de capacité, etc. C'est un travail qui se fait sur le temps et plus vous allez passer à l'action et plus ça va se dissiper et vous allez instaurer ces nouvelles croyances de je suis capable, je suis compétente et qui sont en corrélation et en adéquation avec qui vous êtes. Voilà. Merci beaucoup, Aude. Je retiens aussi à accepter les compliments. Peut-être aussi en faire. Merci, moi je prends les compliments que vous me faites. Toujours motivant. Les participants ont l'air ravis. Alors, n'hésitez pas à justement laisser un compliment ou un axe d'amélioration sur ce webinaire. Quand vous le fermerez, il y aura une question. N'hésitez pas à nous contacter chez Justifit si vous avez besoin de formation d'accompagnement ou à contacter Aude, on vous donnera ses contacts. On vous enverra le replay du webinaire. Et donc, bonne journée de la femme. Et donc, à très bientôt. Si je ne vois pas de questions, si vous en avez, on a encore 8 minutes. Donc, s'il n'y a pas de questions, on fermera la session. Mais s'il y a des questions, évidemment, vous êtes les bienvenus. On a quelqu'un de nouveau qui vient de nous rejoindre. Désolé, le webinaire est fini, mais nous enverrons le replay. Voilà, donc vous l'aurez. Ah, le replay envoyé de suite ou il faut le demander? Nous vous l'enverrons à vous tous les participants. Comme généralement, nous écrivons un article qui est publié sur notre site Maîtrise. D'ailleurs, je vous conseille de le consulter. Justifit, c'est un site à l'intention des justiciables et aussi un site à l'intention des avocats. Donc, vous tapez Maîtrise Justifit. Vous aurez accès à ce site internet sur lequel vous trouvez les replays de tous nos webinaires et les articles que nous publions très régulièrement à destination des avocats. Donc, notamment pour vous, voilà, vous avez le lien qui est dans le chat, notamment pour vous former, pour partager, booster votre confiance en vous, voilà, pour tout ça.
Et en fait, ouais, le développement personnel, quand on met le doigt dedans, en fait, c'est un travail qui est tellement passionnant et qui est un travail qui se fait sur le restant de sa vie. Ça permet voilà, d'en savoir plus sur soi, de parfois se remettre en question, de voir les choses différemment. Et c'est vraiment magique. Et ça apporte beaucoup. Ça permet aussi de se réaligner avec qui on est et d'être plus juste, plus raccord avec ses valeurs, avec l'alignement tête, corps, cœur, qui est voilà, qui est à mon sens voilà, la clé d'un équilibre de vie épanouissant et qui permet aussi voilà, d'avoir d'autres perspectives sur les choses. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait aligné avec vous, Aude. Eh bien, merci à tous. Donc, rendez-vous dans le prochain webinaire. Donc, nous avons un webinaire par mois. On vous enverra l'invitation et on sera ravis de retrouver. On a des habitués et puis des nouveaux. Donc, à bientôt. Merci, Aude. À très bientôt. Merci beaucoup, Pauline, pour cette invitation. J'étais vraiment ravie de participer. Et voilà. Merci et très bonne journée à vous et à tous.